Je suis avec Pierre Cochery, je fais partie de la mouvance de la revue Partage et de Maitreya. On en a déjà parlé sur nos sites. Voilà. Et donc vous êtes un peu le spécialiste de l'astrologie. Donc vous avez un parcours astrologique assez ancien déjà, Oui, j'avais déjà avant même étudié. d'avoir rencontré ce milieu, cette mouvance. Oui, j'avais étudié l'astrologie comme tout le monde à une période, oui, avec les jeunes Alors hommes, quand vous dites dans la période, ça veut dire dans les années 70, qu'est-ce que vous dans voulez les dire? années 80, Quand même pas. 90, Faut pas 90, oui. faut pas vous Je suis vieillir non, trop. non, Oui. Donc, mais néanmoins, ça m'a amené à réfléchir. Bon, le fait le plus important, moi, qui m'est apparu en astrologie, c'est bien sûr actuellement le passage, le changement d'air dans lequel Oui, voilà, on revient nous sur traversons, cette idée de... toujours cette idée qui est Enfin, importante. c'est un très ancien, c'est un cycle très long, hein, oui. Ben, le cycle est très long, puisqu'il fait... Près de 26 000 ans. Globalement, oui, le zodiaque, le tour du zodiaque fait 23 000 ans, 23 000 dans ces eaux-là. Et mais les changements se succèdent tous les 2500 ans, Ouais. 2300 ans à 2500 ans. Oui, Donc il se trouve qu'actuellement on est en pleine transition entre l'ère des poissons, donc, qui a marqué donc, le christianisme, et l'ère du Verseau, dans lequel nous ne sommes pas encore, mais dans lequel nous progressons rapidement. bon, alors ça, vous avez lu ça dans... Vous avez peut-être lu l'ouvrage de Paul Lecourt, enfin, je sais pas, les Oui, ouvrages j'avais de... lu les ouvrages, l'ouvrage qui m'avait plus marqué c'était les grands initiés d'Édouard Chouret. Il en parle? Ouais, il fait toute une étude des civilisations justement Ah bon? qui ont été marquées par les symboles. Il parle des airs précessionnels, Édouard Chouret? Bien sûr, oui, Ah, bien mais sûr, je il n'avais pas s'appelle du tout Les fait Grands Initiés. Je, Donc, je vais relire ça avec intérêt. absolument, il est passionnant parce qu'il remonte jusqu'à l'ère, les ères précédentes. C'est paru en quelle année, Édouard Chouret? C'est ancien? Ah oui, c'est ancien, oui. C'est 1910 ou je sais Oui, pas? oui, oui, tout à fait, oui. Alors, et l'étude des symboles est tout à fait, par exemple, l'ère du taureau avec le mithridisme, et, Oui, qui oui, survit oui, encore à trahison, travers oui. la tauromachie. Oui. Tous les cultes de la Crète, par exemple, étaient très marqués par le taureau. Il y a une période égyptienne aussi qui était marquée par le taureau Apis. Bien Donc, sûr. ça coïncide effectivement, et on voit aussi que les civilisations se sont érigées et se sont effondrées peu ou prou. Bon, les périodes de chevauchement, c'est quand même sur quelques centaines d'années, sont tout à fait marquantes. Voilà. Alors, c'est cet aspect de l'astrologie qui vous intéresse, ou est-ce que vous connaissez aussi l'astrologie, disons, plus du thème astral, ou plus des conjonctions, des cycles planétaires parce que là, ça c'est une forme d'astrologie particulière, celle dont vous parlez. Oui, mais elle donne la note fondamentale de l'astrologie ramenée à nous-mêmes, si vous voulez. On s'inscrit dans ce changement, et dans ce mouvement, et nous sommes tous pris entre ces deux grandes énergies, qui sont celles des poissons et celles naissantes du Verseau. Donc vous pensez que de la même façon que l'ère des poissons a commencé avec l'avènement de Jésus, du Messie, puisque Christ ça veut dire Messie en grec, on devrait s'attendre à un nouvel avènement en fait, parce que tout à fait, oui, on est dans cette période de transition, et à chaque changement d'air a été marqué par l'arrivée d'un personnage central, soit dans chaque partie du monde, dans le Bouddha, en Orient, et d'autres se sont il y en a plusieurs. Oui, ça dépend, puisque c'est des changements planétaires. Bon, actuellement, on est dans une période où la science nous a permis de nous interconnecter sur la planète de manière instantanée. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus d'espace. Disons que si quelque chose se produit dans un endroit du monde, il sera couvert globalement. Sûrement. Voilà, tout à fait. Bon, alors effectivement, qu'est-ce que vous pouvez... bon, parce que notre sujet là, c'est de parler de l'astrologie, alors qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans quel domaine on peut creuser un peu plus On peut réfléchir justement sur la difficulté qu'il y a à traverser chaque ère, puisque les énergies atteignent leur sommet. L'énergie des poissons atteint son sommet vers le 1600. L'énergie a commencé à décroître en 1625, si vous voulez. Donc on est après entré dans le siècle des Lumières, qui a commencé à lutter contre l'hégémonie de l'Église. C'est vrai, donc il y avait la fin des poissons. Oui, donc on commençait déjà à avoir le germe de quelque chose qui allait amener maintenant, on en est à la laïcité, tout simplement. Voilà. Donc
C'est une phase un petit peu involutive, c'est-à-dire c'est un peu la fin de quelque chose. Oui, c'est la fin de quelque chose, et ensuite la nouvelle énergie du Verseau. Bon, on a deux signes complètement différents, un signe d'eau, un signe double également, et un signe du Verseau qui est un signe d'air, qui est également un signe double. Oui. Donc la dualité est très forte en ce moment. On le voit, on le constate. Alors je voudrais vous interrompre un peu sur la question du zodiaque, parce qu'en fait, vous nous parlez du zodiaque. Oui. Vous nous parlez des signes zodiacaux, des constellations aussi, quelque part. Oui, les reliés aux constellations. Oui. Oui. Enfin, quoi qu'il y ait le point vernal qui passe là-dedans, oui. Oui, donc c'est pas toujours facile à comprendre. Non, non, c'est pas facile, parce que le point vernal donc, est défini par l'intersection du plan de rotation de la Terre, donc, qui tourne sur son axe du pôle Nord et du pôle Sud, et l'intersection de son plan autour du Soleil, donc son plan de rotation autour du Soleil, donc l'intersection donne un autre axe donc, qui pointe vers une constellation et que le Soleil franchit au moment de l'équinoxe, voilà, le printemps. Voilà, donc effectivement, il y a un phénomène de glissement qui se produit. Oui, alors du fait de la rotation de la Terre et de ce mouvement de toupie, hein, voilà, ce point oscille dans le temps et parcourt donc, la voûte céleste. Ce qui amène d'ailleurs après des changements d'étoiles. Le pôle Nord sera donc une autre étoile dans 12 000 ans. Alors peut-être une petite parenthèse concernant l'année 2012, enfin bon, oui. Cette histoire de 2012, de mouvement quelque part des axes. Oui, ben, ça devient effectivement cette idée de transition de fin du monde. Fin du monde est un mot trop fort parce qu'on est dans un changement de société ou de civilisation. Qui est introduit ne serait-ce que par tous les moyens de communication qui sont sans précédent. L'humanité n'a jamais connu un tel progrès technologique, avec une telle facilité d'intercommunication d'un point à un autre, de voyage, donc de synthèse entre les cultures, entre les êtres, entre les échanges. Et donc il faut garder ce qu'il y a de bon du passé et ce qu'il y a pour aller vers l'avenir. Concernant, on voit à quel point la civilisation maya, à travers ce calendrier, était marquée par l'étude astronomique. Voilà, et donc d'où le fait de produire des calendriers. Maintenant, la civilisation maya aussi s'inscrivait dans le cadre du poisson et elle a connu aussi sa fin avec l'arrivée des Espagnols sur le continent américain dominé par le christianisme. Vrai que... Alors, je voulais revenir justement à la question du zodiaque, parce qu'effectivement, tout ce que vous dites à l'arrière-plan, ça veut dire qu'il y a quand même une réalité très forte du symbolisme zodiacal. Absolument, oui. Depuis des millénaires en fait. Oui, du fait que nous sommes dans un changement d'ère, mais nous avons traversé, à travers toutes les époques précédentes, de nombreuses ères, y compris des ères du Verseau précédentes, qui nous donnent cette connaissance. Ouais. La connaissance actuellement que nous avons de l'astrologie, c'est la synthèse le résultat des cycles précédents que nous avons traversés. Ah oui. Absolument. L'astrologie serait l'héritière de toute cette étude et des qualités que nous avons acquises, que nous connaissons dans les signes zodiaques, nous les avons acquises dans le passé en traversant les ères qui conditionnaient la planète, notre planète à cette époque. Je voudrais quand même poser une question qui va peut-être un peu vous embarrasser. Oui. D'où vient le zodiaque à votre avis? Est-ce que vous savez, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'y réfléchir, mais d'où vient cette symbolique zodiacale? Est-ce que c'est lié aux saisons? C'est lié à... Ce sont des symboles qui sont quand même un peu obscurs, si vous voulez, quelque part, oui, pour le commun des mortels. Enfin, je veux dire, alors, pourquoi cette succession d'animaux, de personnages? Oui, en plus, il y a des zodiaques différents sur les parties du monde. Mais il y a la roue zodiacale, si on se réfère aux ouvrages ésotériques ou spirituels, il y a toujours eu des personnes qui ont incarné ce type d'énergie, qui ont inauguré ces ères et donné les symboles correspondants. Donc, à travers les cycles. Ça c'est vérifié. Mais on ne sait pas très bien d'où ils viennent, ces symboles, c'est ça? Oui, et eux-mêmes ont donné ces symboles parce qu'ils s'incarnaient. C'était une manière de présenter l'énergie du signe à travers un symbole, donc de faire appel et à la symbolique qui correspond. Donc, et à l'époque, peu de gens savaient lire et écrire, donc le symbole était le moyen de communiquer cette nouvelle énergie. Alors la grande question qu'on pose dans ce domaine, c'est est-ce que ce sont des symboles que les hommes ont choisis pour
correspondre avec le cosmos, ou est-ce que c'est le cosmos qui s'est imposé au psychisme humain? Parce que là, quand on parle de l'ère du Verseau, on nous dit carrément que c'est quelque chose qui va s'imposer à nous. Mais quand on parle du bélier ou du taureau, on a parfois l'impression que c'est plutôt des symboles que les hommes adoptent. Bah, c'est-à-dire que dans la phase des 2000 ans, l'énergie du symbole est adoptée par l'humanité. Donc on est familier des énergies du poisson. Oui. On est chacun dans la dévotion, l'individualisme. Et donc nous ne nous souvenons pas de l'effort qu'il a fallu pour être à l'aise dans ce signe. Donc, je veux dire par là, monsieur Cocheril, que pour le Verseau, on ne parle pas tellement du symbole du Verseau. On parle plus de tout ce qui, de toute une atmosphère, de tout un climat particulier. Oui, oui. On va pas, alors que pour le Bélier, on parlait plutôt vraiment carrément du Bélier en tant que symbole. Donc là, le symbole n'est plus au sens brut. Il est déjà réinterprété quelque part. Ah bah là, il est à chaque succession d'ères, hein, le symbole du Verseau amène une nouvelle qualité. Voilà. Donc on connaît les qualités du Verseau dans l'astrologie traditionnelle dont nous avons hérité dans le passé. Et tous les 25 000 ans, nous revenons à peu près dans le Verseau et les nouvelles qualités doivent être acquises, ce qui est un défi pour nous. Justement, restons quelques minutes sur le Verseau. Oui. Alors, le Verseau, justement, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ce qui concerne la mythologie ou la symbolique du Verseau, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bon, on parle de on parle de Ganymède, hein. Oui. On parle de les chansons des dieux, on parle de... bon, il y a quand même toute une histoire autour de ce symbole, oui, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Non, non, bien sûr, puisque comme tout symbole, chacun doit l'assimiler. Donc dans les grandes lignes, bon, le signe du Verseau, c'est le signe du porteur d'eau. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc le porteur d'eau, c'est un signe de purification, hein, au sens où on voit les choses, on essaie de voir les choses sous un œil nouveau. Oui, et parfois c'est un peu les écuries d'Augias, voilà, donc de laver les choses. Exactement, de remettre en question, purifier. Alors que dans l'ère du poisson, les dogmes religions étaient adoptés sans critique, sans autocritique même, et suivis même avec fanatisme. Là, vous pensez que ça va, parce que là on est au début, mais est-ce que vous ne croyez pas que ça va au bout de quelques années, de quelques siècles, ça va un petit peu évoluer de la même manière? Ah, bah effectivement, à chaque million, il faut compter. Bon, l'énergie est maximale à peu près au bout de 1000 ans, 1200 ans, donc oui. Elle atteint son pic dans cette période-là. Et là, le problème se repose à chaque fois, puisqu'on ira ensuite du Verseau vers le Capricorne, et il y aura à nouveau une phase de transition. Ceci dit, dans la période actuelle du Verseau, on est aussi dans un cycle plus global qui concerne l'évolution de la planète Terre, qui concerne les globes et les chaînes. Donc là, qui sont des roues, puisque bon, la roue zodiacale est une roue, le système solaire fait partie d'une roue, qui même fait partie de roues zodiacales plus grandes, qui impliquent d'autres systèmes solaires, mais nous n'avons pas vraiment connaissance ni nous-mêmes de capacité à nous en rendre compte. Et l'humanité, la Terre est dans une quatrième ronde, là, je me réfère aux enseignements d'Alice Bailey. Et oui, Alice Bailey justement. Oui, et qui, donc au milieu, chaque planète évolue au sein de cette ronde, et la quatrième ronde est une ronde, au milieu de la quatrième ronde, il y a quelque chose qui se produit, c'est que l'humanité devient soit consciente et devient consciente de ses potentialités divines et spirituelles. Voilà. Alors justement, moi j'ai regardé en vue de notre entretien, j'ai relu un petit peu l'astrologie ésotérique de Alice Bailey. Oui. Vous la connaissez, vous connaissez son ouvrage? Oui, bien sûr, oui. Donc elle, d'après ce que j'ai compris, hein, moi je ne l'ai pas lu de manière approfondie, mais enfin j'ai relu comme ça, là on va rentrer dans les choses un peu plus techniques, si vous voulez. Absolument, bon, mais, enfin, c'est vrai que les gens qui nous regardent nos émissions, ils sont parfois très avancés en astrologie. Hein, oui, donc c'est pas seulement des généralités. Alors elle propose une théorie des domiciles planétaires en parallèle à celle de la tradition, en quelque sorte. Oui, elle parle des maîtres ésotériques et des maîtres exotériques. Enfin, je sais pas. Par exemple, dans le cas de. D'abord, elle est fâchée avec la Lune déjà. Elle est fâchée avec la Lune. Oui, elle dit que la Lune, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance dans son système.
C'est-à-dire, c'est pas du tout un reproche, moi j'ai l'esprit très large, mais j'ai remarqué que cette position, c'est vrai que la Lune est un peu un cas particulier. Ce n'est ni un soleil, ni une planète, donc c'est normal qu'on la place. Et alors, est-ce que c'était déjà dans la démarche de Madame Blavatsky? Comment ça se passe entre ce que Madame Bellet fait? Est-ce que... Et puis alors, vous avez un troisième personnage, puisqu'on parle de... C'est Annie Besant aussi. Oui. Parce qu'elle aussi, elle fait partie de cette mouvance oui, tout à fait, oui, avec Krishnamurti, etc. Qui a été inaugurée par Blavatsky et continuée par Annie Besant. Alors, est-ce que tous ces trois personnages s'intéressaient aux astres, quelque part? Oui, bien sûr. Ils n'ont jamais nié l'influence de l'astrologie, ni des astres, et encore moins celle des constellations. Simplement, pour revenir sur la Lune, le cas de la Lune est un cas un peu particulier, oui. D'après Alice Bellet et l'enseignement qu'elle a donné. La Lune est un astre mort qui voile d'autres planètes, voilà. Donc il y a une influence plutôt qui peut être positive quand l'influence de la planète qui est cachée par la Lune passe, et peut être gênante quand elle obstrue le passage de cette énergie. Donc, soit la planète Vulcain, soit la planète Uranus. Alors, Vulcain, c'est aussi une planète dont on ne sait pas très bien aujourd'hui à quoi ça correspond. Non, effectivement. On en parlait beaucoup, elle était un peu dans l'ère du temps, dans les années 20, etc. Et puis ça c'est un petit peu sorti de... Oui, parce que bon, elle est très proche du Soleil et... On s'est aperçu que ça existait, enfin bon, il y a des théories là-dessus. Voilà, et simplement... On ne sait pas si elle existe réellement, ou si... Alors, il y a d'autres astrologues qui ont dit que Vulcain c'était une transplutonienne, enfin c'est assez compliqué. Il y a une liaison entre Vulcain et Pluton, c'est d'ailleurs l'œuvre principale d'Alice Bellet porte sur la science des rayons, donc la définition des 7 rayons principaux qui sont donc des énergies qui se déversent à travers les constellations et les planètes. Donc Vulcain et Pluton sont des planètes dites du premier rayon, qui incarne la volonté divine, la volonté de pouvoir, si elle est exprimée de manière plus basse. Alors, je crois que je confonds un peu les auteurs. Je crois que chez Blavatsky, mais probablement chez les théosophes en général, l'âme passe par les différentes sphères, quelque part. Quand elle vient s'incarner, elle passe par les sphères les plus lointaines, et puis elle passe d'une sphère à l'autre jusqu'à nous. Vous connaissez cette théorie là, le voyage des âmes comme ça. Oui, déjà, disons, la Terre parcourt des globes, Alice Bellet emploie le terme de globe, dans lequel l'humanité succède, l'humanité s'incarne successivement, à travers aussi des chaînes qui sont encore des espaces de temps plus grands, mais dans lequel la roue du zodiaque est un peu l'incrément pour nous qui est le plus proche. C'est pour ça qu'on peut mieux réfléchir sur le zodiaque que sur les autres aspects qui sont plus vastes, qui portent sur des périodes d'années beaucoup plus vastes. Donc malheureusement, nous n'avons pas encore d'archives ni de recul, parce que c'est même si les plus grands initiés ont ces archives, ne sont pas encore accessibles au public, mais elles le deviendront bien sûr. Oui, il y a différentes formes d'astrologie qui cohabitent en fait. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs façons de se servir des cosmos, d'en parler. Oui, parce que chaque formulation a été adaptée aussi au temps à l'époque et aux critères de la civilisation à l'époque. Et ce que nous pouvions assimiler en toute sécurité, bien sûr, il y avait un enseignement intérieur ou dans les écoles des mystères en Grèce ou en Égypte, et un enseignement public pour la foule, puisque d'abord certaines choses ne pouvaient pas être dites ou révélées sans créer des problèmes plus grands. Est-ce que vous voulez dire, M. Kocheril, qu'éventuellement certaines choses ont pu être dites à une certaine époque pour correspondre à un certain état d'esprit, et on peut éventuellement changer cette formulation parce qu'elle n'était que ponctuelle et conditionnelle? Tout à fait, elle est graduelle, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une réfutation de ce qui a été dit dans le passé, il y a simplement un enrichissement, quelque chose, une perspective plus grande qui est ouverte, bien sûr. Oui. C'est un processus d'assimilation. Donc la difficulté, c'est de distinguer ce qui est essentiel à l'astrologie et ce qui a pu être ajouté, emprunté ponctuellement. Oui, tout à fait. Et il faut être également pertinent pour chaque
chacun d'entre nous, parce que nous avons tous un parcours et une identité différente, une individualité d'ailleurs qui maintenant est affirmée grâce à l'ère des poissons dont vous traversez. À l'époque du bélier, il y avait des connaissances, ceux qui régnaient sur les masses, et qui les entraînaient dans la direction qu'ils souhaitaient. Oui. Hein, puisque l'éducation de masse n'existait pas. Maintenant, nous sommes à un stade où grands efforts ont été faits pour donner la possibilité à chacun de lire, écrire, étudier, et les ouvrages sont disponibles comme jamais. Oui, ça c'est un fait. Mais alors donc effectivement, il y a des pans de l'astrologie qui sont plus faciles à comprendre que d'autres, qui sont plus transparents que d'autres. Comme la théorie des aspects est très simple. Oui, c'est simple. Par contre, la symbolique du zodiaque est beaucoup plus foisonnante, beaucoup plus complexe. Bien sûr, oui. Les noms des planètes sont relativement connus parce que ça fait partie de la mythologie. Enfin, il y a des degrés d'obscurité ou de transparence qui varient selon les notions astrologiques. Hein. Oui, parce que nous-mêmes, nous sommes chacun à un certain stade qui nous permettent de connaître intimement les effets de ces planètes, l'énergie de ces planètes, et la sensibilité spirituelle est la clé primordiale. J'ajoute que dans l'ère du Verseau dans laquelle nous allons entrer, l'intuition jouera un rôle très important, justement pour arriver à surmonter cet écueil que vous signalez entre toutes les diverses façons de présenter. Exactement. C'est-à-dire qu'actuellement, sous l'influence de l'esprit scientifique qui s'est développé depuis plusieurs siècles, avec le siècle en partant des siècles de lumière, la raison est arrivée à son stade ultime, qui triomphe à travers la technologie et la science actuelle. Mais maintenant, armé de la seule raison, on va être confronté à une encyclopédie de faits et de données dans laquelle nous risquons de nous perdre. Donc la faculté supérieure qui gouverne, qui utilise aussi la raison, mais qui la gouverne, c'est l'intuition. Oui. Vous disiez vous-même au début, notre entretien, vous disiez que vous-même vous aviez quand même une certaine sensibilité. Oui, bien sûr, la sensibilité aux énergies spirituelles, aux périodes, oui, bien sûr. Ça se développe avec la pratique de la méditation et puis les activités de service, c'est pas. Mais de toute manière, le signe, on vient de traverser une ère de poisson qui est une ère où l'eau, qui est un signe d'eau, donc où la médiumnité a été très développée de manière très importante. Et à chaque fois que l'humanité arrive à un seuil de développement important, une nouvelle perspective s'ouvre pour aller plus loin. C'est un peu paradoxal ce que vous dites, parce que finalement l'ère du Verseau, ça apparaîtrait plus intellectuel que l'ère du Poisson. Puisqu'on a souvent un attribut en astrologie traditionnelle, l'air c'est plutôt mental et l'eau c'est plutôt émotionnel, donc c'est un peu paradoxal. Le lien entre l'eau... Enfin pour vous, le Verseau c'est quand même marqué par l'eau, même si ça n'est pas... Non mais je sais, mais enfin malgré tout, vous avez parlé du porteur d'eau, c'est une eau celui qui a l'eau qui purifie, donc c'est... C'est l'eau qui vient du ciel, oui, d'accord. Oui. Voilà, donc c'est une eau bénie, en quelque sorte, plutôt qu'une eau qui nous plonge dans la matière. Hein, donc il faut voir aussi les signes comme les signes du Verseau et du Poisson sont imbriqués l'un à l'autre. Il y a des chemins d'énergie qui passent de l'un à l'autre. Donc on a évidemment une représentation du zodiaque en découpant de manière précise les choses, mais ça c'est une vue de l'intellect. En réalité, il y a un parcours, il y a un continuum dans lequel nous sommes plongés. Enfin, ce qui est un peu gênant pour les gens qui ne connaissent pas, gênant, c'est ce zodiaque qui est à l'envers. Quand on parle du Poisson au Verseau, ça fait bizarre, parce qu'en fin de compte, normalement, on passe du Verseau au Poisson, voyez-vous. Oui, c'est du fait de... Ça, c'est un petit peu un problème, ce renversement zodiacal, comme ça. On passe du Bélier au Poisson. Donc on fait marche en arrière. Oui, effectivement, c'est un fait astronomique qui fait qu'on va dans le sens contraire des saisons, mais ceci dit, cette rotation, on est soumis nous-mêmes, normalement, dans le cheminement classique, on
ordinaire de la vie. On est influencé par les planètes et les maisons plus que par les constellations. Ah oui. On chemine, l'âme chemine dans le sens naturel, oui. Le sens donc du bélier voilà, c'est ça. au poisson, en passant par le Verseau, donc le sens horaire. Bon. Et arrivé à un stade d'évolution spirituelle, l'âme chemine dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Ce qui introduit donc le sens naturel, c'est-à-dire du bélier au poisson en passant par le taureau. Et on peut dire quelque part que l'âme se réajuste dans le parcours naturel de la vie, puisque d'évolution du zodiaque, dans la mesure où nous sommes d'abord plongés dans la matière et nous revenons ensuite vers... D'ailleurs, quand on regarde les domiciles des planètes, il y a aussi un phénomène d'inversion. Parce qu'on va, on va du Mercure jusqu'à Saturne, et après on remonte de Saturne vers le Soleil. Donc les planètes vont dans un sens de croissance, de cycles de plus en plus longs, et puis après, on va dans le sens inverse. Exactement. Et c'est cette période d'inversion, des influences, et des périodes où justement nous réorientons, nous réexaminons nos valeurs, et actuellement l'humanité est plongée globalement est plongée dans ce passage, dans cette révolution. Et il y a aussi un problème concernant les maisons, comme vous le savez. Oui. Il y a des gens qui disent qu'on devrait numéroter les maisons à l'envers. Oui, mais effectivement. Parce que finalement, les maisons, elles sont numérotées dans le sens inverse du mouvement du Soleil. Exactement. Enfin, du mouvement de la montée des planètes. Ce qui est perçu là par tous les astrologues, c'est que pour arriver à faire un horoscope pour une personne qui soit juste, il faut déjà déterminer si la personne chemine dans le sens... Ah bon? Oui, suivant... Ah bon, je ne connaissais pas cette oui, principe. c'est justement qu'Alice Bellet a introduit. Ah oui, elle en parle de ça. Bien sûr, c'est d'ailleurs... Ah oui. Oui, c'est très important. On peut choisir le sens de calcul. Chacun peut se percevoir intuitivement ou non s'il est encore dans un chemin... Ça change complètement ça change complètement la perspective. Sans parler, bien sûr, de l'influence grandissante du signe ascendant, qui est gouverné par l'énergie de l'âme, alors que le signe solaire est gouverné par l'énergie de la personnalité. Donc soit on continue à développer sa personnalité jusqu'à la porter au maximum de ses potentialités, soit on commence à réagir à l'influence de l'âme et à rentrer dans le service, c'est-à-dire à se décentrer, et être au service de l'autre, plutôt qu'au service de soi-même. Alors une petite parenthèse, bon là on a parlé on a parlé beaucoup des femmes. Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur la... Est-ce que vous distinguez entre les hommes et les femmes quelque part dans leur mission Il y a de toute manière un rattrapage, un rééquilibrage à faire au niveau du rôle de la femme, l'homme et de la femme. L'homme a pris un rôle dominant dans la société depuis quelques millénaires, ça n'a pas toujours été le cas dans les civilisations plus anciennes. Donc effectivement, il est important que l'homme et la femme soient égaux en droit, en possibilité. D'un autre côté, la nuit n'est pas le jour, l'été n'est pas l'hiver, la dualité, c'est pas forcément une chose négative. Non, non, tout à fait, c'est ce qui fait la richesse de la vie également. Simplement, socialement, dans la société, on va vers l'égalité des droits entre les hommes et la femme, c'est un droit absolu. Ça vous paraît un élément essentiel de l'ère du Verseau, monsieur Cochery? Oui, bien sûr. Ce qui marquera l'inauguration de l'ère du Verseau, c'est la capacité à établir des relations justes à tous les niveaux, au niveau social, entre les États, avec les règnes de la nature également, suivant le principe de liberté, égalité, fraternité, l'idéal révolutionnaire français qui est un bel idéal, mais qui n'est en pratique actuellement réellement dans aucun pays, à divers degrés. Donc cette liberté et cette égalité, cette fraternité forment un tout. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Oui, effectivement. Alors, bon, le problème c'est qu'effectivement, peut-être que, bon, on a toujours tendance à penser que les choses vont arriver dans notre vivant. En réalité, ça peut très bien venir plus tard. Enfin bon, parce que moi j'ai écouté quand même les conférences de Maitreya, enfin quelques petites choses, mais
il y a des choses qui sont imminentes quelque part, non? Oui, elles sont imminentes à l'échelle des temps que nous traversons. C'est-à-dire un changement d'air, c'est quand même sur quelques siècles et une période de changement intense qui va durer sur une période de 30 à 40 ans, un demi-siècle on va dire, hein, puisque Maitreya est présent dans le monde depuis 1977, donc on arrive quand même à une trentaine d'années. Alors peut-être que comme les personnes n'ont pas forcément suivi les autres interventions et les autres vidéos, c'est peut-être le maintenant de resituer un peu de quoi nous parlons là, monsieur. Oui. En quelques minutes en tout cas. Oui, oui, donc avec le changement d'air, bien sûr, à chaque changement d'air, un grand instructeur spirituel va donc apporter, symboliser cette nouvelle énergie pour symboliser et montrer ce qui est nécessaire. Ce que nous devons manifester, hein, comme le Christ avait manifesté l'amour du prochain il y a 2000 ans. Donc le Christ revient à nouveau à l'ère du Verseau pour démontrer cette qualité d'amour, mais de service des autres et de synthèse. Vous voulez dire, en vous entendant, on a l'impression que c'est le même personnage qui revient? Oui, oui. Oui, alors vous avez une théorie qui est assez complexe, je crois. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a, c'est assez hiérarchisé. Il y a, le Christ c'était un personnage qui, enfin, je voudrais pas trahir votre pensée, mais qui est un avatar, enfin, qui est adombré, c'est ça? Oui, oui, on adombré utilise un terme par une puissance supérieure. Alors la manifestation des avatars se fait de manière directe. Enfin, on parle d'avatar dans le sens où nous employons pour les êtres qui incarnent les nouvelles énergies qui donc commencent à affecter notre planète. Et donc il y a deux techniques de manifestation, soit une manifestation directe où l'avatar s'incarne directement, physiquement, soit une manifestation par adombrement d'un disciple. À votre avis, Jésus n'était qu'un disciple d'un avatar, voilà, alors que maintenant, on va avoir réellement un avatar qui va intervenir. Sans intermédiaire, oui. Justement, ça évite d'exposer la vie du disciple. Voilà, puisque Jésus a été crucifié à son époque. Oui. Donc lui, il est carrément immortel. Qu'est-ce que c'est un avatar? L'avatar, oui. Il ne risque pas d'être tué ou d'être crucifié? Non, là actuellement, il ne risque rien. Oui, effectivement, c'est-à-dire que les avatars pour l'ère du Verseau font partie d'une hiérarchie, donc eux-mêmes sont organisés en hiérarchie, hein, de maître à disciple, et ont la faculté donc de... Excusez-moi. De se manifester librement. Oui, donc pourquoi est-ce qu'il y a eu cette espèce de... Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement d'intensité, de degré entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau? Pourquoi cette nécessité de faire apparaître directement Alors c'est possible, le personnage qui est, disons, dominant et non pas son disciple? Oui, alors il y a eu deux grandes manifestations d'adombrement dans le passé, c'est-à-dire le prince Gautama adombré par le Bouddha, voilà, et Jésus adombré par le Christ. D'ailleurs, je signale que dans les évangiles de Judas qui ont été retrouvés en Palestine, on a une phrase qui démontre ce fait, puisque Judas s'adresse au Christ, et en lui demandant quelle sera sa destinée, et la traduction, la réponse dit « Tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe ». Ouais. C'est-à-dire que le Christ sait que Judas va trahir Jésus. Hein, donc ça, c'est des preuves archéologiques qui ont été publiées il y a quelques années par National Geographic. Voilà. Donc c'est une façon d'anombrement. Alors ce qui est nouveau dans l'ère dans laquelle nous entrons, c'est qu'une décision a été prise par le chef de la hiérarchie spirituelle, qui est le Christ. Donc on nomme Maitreya, qui est son nom personnel, qu'on trouve dans le bouddhisme, puisque le Bouddha, Gautama, avait annoncé qu'un autre Bouddha viendrait d'ici 2000 ans, 2600 ans, et qui s'appellerait Maitreya. C'est pour ça qu'on l'appelle Maitreya. Alors,
Il est venu lui-même, puisque la décision après la Seconde Guerre mondiale a été prise que les maîtres de sagesse, ce groupe donc d'êtres qui nous ont devancés dans le chemin d'évolution et qui ont fini leur expérience, les expériences qui sont nécessaires sur Terre pour atteindre ce développement, ont décidé de revenir eux-mêmes en groupe au sein de l'humanité. Oui. Voilà, c'est quelque chose, une décision qui a été prise et qui a été rendue effective d'abord en 1975 avec l'arrivée de 5 disciples de Maitreya dans les 5 grandes villes du monde que sont Londres, Tokyo, Darjeeling, Genève et New York. Voilà, et suivi par l'arrivée de Maitreya lui-même à Londres en 1977. C'est-à-dire que derrière ce qu'il faut percevoir, enfin comprendre de ce processus-là, c'est qu'il y a une évolution donc, qui gouverne l'humanité, et il y a aussi une évolution qui gouverne ce qu'on appelle la hiérarchie spirituelle, qui est le stade auquel nous aspirons, nous, d'arriver. Voilà. C'est un stade de perfection de notre point de vue. D'accord. Donc effectivement, là, on est quand même dans un moment tout à fait exceptionnel. Oui, alors. tout à fait exceptionnel, parce qu'on a à la fois un changement d'air et une décision de la hiérarchie spirituelle de revenir au sein de l'humanité, ce qui était, d'après la légende, le cas du temps de l'Atlantide. D'après Benjamin Crème, c'est une période de... Alors qui est ce Benjamin Crème que vous venez d'évoquer? Alors Benjamin Crème donc, est un peintre anglais donc, qui a beaucoup étudié les ouvrages d'Alice Bailey et qui a été contacté par son maître télépathiquement pour donner les informations concernant le déroulement de cette phase d'vectorisation de la hiérarchie, c'est-à-dire de l'arrivée des maîtres de sagesse et de leur chef Maitreya au sein de l'humanité, c'est-à-dire dans nos villes, de façon tangible, concrète. C'est pour ça qu'il est très âgé quand même. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, il est né en 1922. Ah d'accord. Et puis là, sur ses 90 ans. Oui, oui. Alors vous connaissez un peu pour changer un peu de sujet, vous connaissez un peu le milieu, l'astrologie, enfin les astrologues, le milieu astrologique. Vous n'êtes pas, c'est pas votre activité l'astrologie. Non, non, je ne suis pas astrologue. Voilà, vous n'êtes pas astrologue. Vous êtes allé déjà à des réunions d'astrologues, d'astrologie, à des congrès, à des séminaires, à des cours. J'en ai fait dans le passé, oui. Oui. Je n'ai pas. C'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie qui était de Denardia. Voilà, oui. Ouais, qui d'ailleurs a été marqué un petit peu au départ par Alice Bailey. Oui. Alice Bailey. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous dire, justement ça m'intéresserait beaucoup actuellement, qu'est-ce que Rudyard a appris de Alice Bailey? Je n'ai pas très bien compris jusqu'à présent, je suis désolé. Oui, pour moi, ce qui m'a... Il y a une filiation certaine, mais je n'ai pas... Vous connaissez bien ces différents... J'ai lu, ce que j'ai retenu de ce que j'avais étudié, à titre personnel, c'est qu'il avait fait une astrologie qui plus orientée sur l'évolution spirituelle de la personne. Et je me souviens d'excellents thèmes au niveau astrologique sur des moments précis d'histoire, des signatures de traités. Oui. Puisque dans l'ère du Verseau, un phénomène, quelque chose qui est très important, c'est après avoir développé notre individualité, l'énergie du Verseau, on va développer notre conscience de groupe. Donc l'énergie du Verseau n'est accessible que lorsque nous sommes en groupe. Oui. Voilà. Donc ce qui fait que l'horoscope individuel va tendre à disparaître au profit d'horoscopes de groupe ou d'activités de groupe. Alice Bailey mentionne par exemple que le groupe Spirit serait donc un groupe avec un signe solaire qui serait le poisson et un signe ascendant qui serait le cancer. Voilà. Donc c'est vrai qu'on déplace, en changeant d'air, on va déplacer notre conscience vers des problématiques de groupe et de bien commun plutôt que des problématiques individuelles ou de vie personnelle, puisque ceci devrait être... Vous voulez dire par là que finalement,
le thème astral, le thème individuel, c'est pas le cœur de l'astrologie. Ça ne sera plus, non. Ça Oui. ne sera plus puisque... Je veux dire, actuellement, on voit des choses quand même de cet ordre-là. Oui, oui. On voit bien sûr. des identités collectives très fortes, Oui, oui. des manifestations populaires de Oui, oui, masse absolument. qui deviennent vraiment des personnages à part entière. Ah bah, le peuple, la voix du peuple devient le facteur politique Voilà, dominant c'est de ça. la planète. Oui. Voilà. Donc ce n'est C'est- pas sans heurts, mais c'est un fait justement qui vient de cette aussi sous l'effet des énergies du Verseau. Donc l'astrologie, à un moment donné, aurait développé le côté individuel parce Oui. que ça correspondait à une à l'ère du tonalité. Poisson, bien sûr. Et puis, finalement, elle peut s'en détacher par la suite quand c'est autre chose qui se place. Bah, notre individualité va être au service du groupe et du bien commun. C'est ce qu'on voit à travers l'écologie, à travers les mouvements de Oui. défense des animaux, à travers Ouais. la défense des libertés, des droits. Donc c'est vrai que l'individu reste, nous gardons notre individualité, mais notre individualité n'a de sens que si nous la mettons au service Oui. d'une cause. Mais alors, pourquoi, à votre avis, les gens, on va revenir, pourquoi est-ce que les gens vont voir des astrologues, s'intéressent à l'astrologie Bah, parce que justement, nous traversons une période qui est difficile, hein, à la fois sur le plan surtout économique et social, hein, parce que Oui. nous sommes encore sous une économie qui est dominée par les marchés, hein, donc, Oui. les profits à court terme, donc ça crée une instabilité et des incertitudes qu'il faut effectivement tout à chacun, auquel tout à chacun cherche une issue. Hein. Mais en vous entendant, enfin, il me vient, en vous entendant, on a l'impression, d'une certaine manière, je dis ça sans vouloir provoquer, mais qu'au fond, le communisme avait une certaine valeur, quelque part. Alors, bah, il y avait une valeur fondamentale qui était l'égalité. Oui, Maintenant, parce que vous parlez du marché, on veut dire que si on met en question l'individualité, le marché, etc., l'égalité, on se rapproche quand même quelque part de l'idéologie communiste, d'une certaine manière. Alors, curieusement, cette idéologie elle est en crise, justement. ah bah, elle a été en crise parce qu'elle-même, en fait, a suivi la voie du marché. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui, il Ouais. ne faut pas non plus se leurrer. Hein. Les tenants du communisme qui avaient le pouvoir étaient eux-mêmes voués aux forces du marché et Oui. trustés. Mais vous pensez que quelque part, Tous les on doit postes. continuer à aller dans le sens d'une société communiste ou socialiste, en tout cas? Égalitaire, plus égalitaire, oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. Égalité des droits, faire respecter le droit, Oui. les 4 droits fondamentaux, hein, que sont la nourriture, le logement, l'accès à l'éducation et à la santé. Ce sont des droits fondamentaux. Oui. Et d'ailleurs, qui ont été signés en 1941 par la charte de l'Atlantique, par Roosevelt et Eisenhower. Oui, oui. Donc c'est pas des choses nouvelles, mais que nous n'avons pas mises en pratique parce que le propre des énergies du poisson, c'est de formuler des idéaux, de ne pas avoir l'énergie Oui. de les mettre en pratique. Parce Oui. que l'énergie idéale est une énergie du type du 6e rayon, c'est ce qu'on appelle l'énergie de dévotion, alors que l'ère du Verseau amène une nouvelle énergie qui est du 7e rayon et qui a la faculté de permettre d'incarner les choses. Voilà. Donc c'est pourquoi la transition entre les poissons et les Verseaux, c'est d'incarner les idéaux que nous avons produits pendant l'ère du Verseau. Ah d'accord. Pendant l'ère du poisson, pardon. Ouais. En effet. Oui. Donc c'est là où la liaison se fait. Donc liberté, égalité, fraternité, oui, mais dans les faits, il faut l'appliquer. Parce que Rudyard, puisqu'on était en train de discuter de la transmission, ça. Bon, l'astrologie, vous connaissez un peu l'astrologie humaniste en fin de compte. Oui, oui. Et même vous connaissez un peu ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils disent sur ce sujet. Donc, je pense que c'est un peu ambigu leur démarche, parce que à la fois on a quand même l'impression, je sais pas, il y a un basculement là qui est pas très clair. C'est quand même ils encouragent quand même la créativité quelque part. Ah oui, oui, la créativité individuelle. Alors la créativité, donc quelque part se ressourcer et même éventuellement ne pas se laisser trop impressionner par la société, si vous voulez. Oui, oui. Alors moi c'est parce que je comprends pas très bien là, effectivement. Bah, il y a eu une période, bon, dans l'évolution spirituelle. À moins que Rudyard ait évolué ou Non, non, que bah, sa pensée ait été trahie, je sais pas, mais bon. Non, non, c'est Est-ce que Rudyard milite en faveur d'un dépassement de l'ego, alors qu'il accorde une très grande importance au thème astral,
qu'il étudie les directions, qu'il étudie l'évolution du thème. Je dois reconnaître que ça me paraît un petit peu le grand écart, mais ça c'est pas nouveau, hein, ce problème. On ne sait pas très bien. Alors est-ce que... Qu'est-ce qui a fait à votre avis qu'Alice Bailey a... Je ne sais pas dans quelle année elle est morte, enfin bon... Après-guerre. Bon, qu'est-ce qui a fait qu'elle a... Je crois que son ouvrage L'astrologie de la personnalité est paru en 1936. Oui, oui. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est dit, oui, on va le publier, ce monsieur, qui à l'époque était assez jeune, hein. Enfin, il n'était pas si vieux que ça. Enfin, il avait quand même près d'une cinquantaine d'années. Oui, 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 j'ai regardé. Enfin, il avait une quarantaine d'années, parce que je crois qu'il est né en 95. Il est né en 95, il est mort en 85. Oui, oui. Donc, il avait une quarantaine d'années, oui. Oui, qu'est-ce qui a fait, à votre avis, qu'elle s'est dit, bon, ben, on va publier son Astrology of Personality parce que déjà, le mot personnalité, déjà, est un peu problématique. Il est déjà un problème, parce que personnalité, ça veut dire justement qu'on va insister sur la personne. Exactement, oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, l'énergie des poissons était encore très puissante, donc l'aspect dogmatique de la société était très fort. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque où les gens évoluaient et eux-mêmes étaient de toute manière partiellement conditionnés et lutter contre ces conditionnements et pour la liberté d'expression de l'individu. C'est un combat. Alors maintenant c'est quelque chose qu'on prend, effectivement c'est naturel, mais il faut se rendre compte que ça a été le combat de nos aînés. Donc on est dans une société post-humaniste en fait, voilà, post-individuelle. Oui, oui. Et le problème n'est plus là. Et maintenant l'énergie de groupe, on peut considérer que, bon, ça a été marqué par la création de l'ONU, d'abord qui a échoué avec la SDN dans une période, mais qui a finalement abouti après la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est d'avoir une conscience collective de la planète, tout en respectant les spécificités de chacun. Alors, bon, effectivement, vous nous avez parlé d'une astrologie qui est assez facile à comprendre, mais même qui donne des lignes très larges. Oui. Mais est-ce que vous êtes intéressé quand même, disons, à ce qu'on appelle l'astrologie mondiale? Oui. Et de quelle façon, M. Kocheril? Alors, de quelle façon? Parce que est-ce que vous êtes intéressé à certains cycles? Bon, par exemple, vous savez que la fin du communisme aurait été annoncée par le cycle Saturne-Neptune, oui, etc. Alors, il y a le cycle, oui, les cycles planétaires sont très importants pour marquer ces grands événements. Simplement, il y a un facteur néanmoins qui est dominant, qui est plus important encore, c'est le libre arbitre de l'humanité, qui peut effectivement empêcher les opportunités de se produire. Alors, actuellement, les maîtres de sagesse parlent souvent dans les grands événements qui prévoient de fenêtres d'opportunité plus que d'événements qui s'imposeraient à l'humanité, puisque notre évolution ne peut se faire qu'en utilisant notre libre arbitre sans aucune pression. Oui. Alors, ceci dit, le libre arbitre peut jouer un rôle soit de frein, c'est-à-dire de refus de saisir l'opportunité, ou même, mais dans un sens, l'astrologie apportera la capacité de prévoir des opportunités et de les saisir. Oui, voilà. De ne pas passer à côté. Voilà, exactement. Bon, si on prend par exemple l'arrivée des maîtres de sagesse et de Maitreya et les interviews qu'il a données, dans la période de 82 à 86, il y avait une période astrologiquement très favorable pour que les choses se passent naturellement et cette opportunité a été ratée. Ah oui. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement ça correspondait, j'étais en train de lire un livre là-dessus justement, les astrologues attendaient beaucoup de cette période-là. Oui, exactement, parce que ils pensaient dire que ça serait quelque chose d'assez terrible. Et on est passé à côté. Alors certains diront, bah, tant mieux, parce qu'ils voyaient carrément une troisième guerre mondiale. Quand on voit un peu ce qu'ils écrivaient avec André Barbeau, tout ça dans les années 60-70. Oui, c'est vrai que dans l'astrologie, il y a tout un background, on va dire, d'apocalypse, ou d'Armageddon, ou de fin de monde, mais... Non, là c'était carrément une troisième guerre mondiale qui avait à peu près la même configuration au niveau cyclique que la première et la deuxième. Ah oui, on est passé, dans les années 60, avec la crise de Cuba, on est passé très près de la Troisième Guerre mondiale. Tout à fait, vous avez raison. Oui. Donc effectivement... Bon, alors là vous disiez que, quelque part, on avait manqué une occasion. Racontez-nous un peu... Oui, à l'époque, Maitreya résidé à Londres et donnait des interviews. Maitreya, oui, alors évidemment c'était juste après, c'était juste au lendemain de son arrivée. En fait, oui, 77. Donc normalement, il aurait pu se passer quelque chose quelques années à peine avant. Ah oui,
très rapidement et très simplement. Bon, ça a été une surprise. Là, il y a eu un report. Mais bon, les pressions des crises anglicanes ont été tellement fortes que finalement, les interviews qu'il avait données à la BBC n'ont jamais été diffusées. Voilà. Ah oui, d'accord. Il s'était manifesté à ce moment-là et sans effet. Oui, disons que et là, et donc, alors est-ce que c'était, parce qu'on est dans l'astrologie, est-ce que c'était lié à des configurations astrales? Ou c'était, qu'est-ce qui faisait que cette période-là était supposée être très favorable? Oui, je pense que. C'est certain que l'astrologie qu'utilisent les maîtres de sagesse est sensiblement différente de celle que nous connaissons, parce que ça les concerne eux, parce que les planètes qui régissent les signes. Enfin, eux-mêmes, ils ont été un peu déçus par l'évolution des choses, en fait. Oui, c'était une déception. Maintenant, c'était certainement que ensuite, ça a été plus difficile pour arriver au changement auquel nous arrivons. Enfin, mais c'était plus long, toutefois, dans un... On a pris une trentaine d'années de retard. En fait. Oui, une trentaine d'années de retard, dans un contexte où, normalement, les maîtres de sagesse prévoyaient de revenir vers l'an 3000. Donc, c'est un retard sur quelque chose qui a été avancé. Donc, il ne faut pas être non plus trop négatif. Oui, d'accord. Et c'est quelque chose, c'est un changement qui est considérable, qui n'a pas eu lieu... Parce que finalement, on n'a pas fait attention à ce qui se disait, ou... Oui, pas laissé le message de Freya est simple, sa demande est simple. C'est que nous acceptions le principe de partager les ressources du monde, de façon à mettre fin à la fin du monde. C'est la première étape pour entrer dans l'ère du Verseau. D'accepter le fait que nous sommes une humanité une, donc nous ne pouvons pas accepter que 1 milliard de nos frères et sœurs soient plongés... Alors est-ce que les choses ont changé depuis 30 ans Alors ce qui a changé, il y a deux choses qui ont changé, c'est l'effondrement du mur de Berlin, qui est un événement juste important, à la fin de la décennie d'ailleurs. Et qui a été une surprise générale, et la fin de l'apartheid également. Oui. Voilà. Et à votre avis, ça a été permis par les maîtres de sagesse? Oui, les maîtres de sagesse tentent d'influencer et ont des disciples qui sont actifs dans les sphères politiques, et religieuses, et qui vont dans ce sens. Oui. Alors, est-ce qu'à votre avis, parce que actuellement on vit quand même, on a parlé des collectifs, on voit quand même des résurgences nationalistes très fortes. Oui, parce que l'énergie du Verseau est une énergie, c'est un signe double, donc ça va créer ce que Maitreya appelle une épée de clivage. Donc cette énergie va exacerber les deux tendances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester, excusez-moi l'expression, entre deux chaises, quoi. Ouais. Donc on va aller à un extrême ou à l'autre de façon à pouvoir ensuite trouver un terrain d'entente et un compromis. Donc forcément les tendances nationalistes peuvent se réveiller, mais il y a une loi spirituelle qui s'exerce actuellement grâce à un esprit de paix et d'équilibre qui travaille suivant une loi d'action-réaction, donc qui est propre au Verseau, qui de toute manière crée une situation, quelle que soit la situation de chaos qui est créée, va engendrer une situation d'équilibre qui est exactement proportionnelle au chaos, aux tensions, à rééquilibrage. Donc cette loi agit en permanence, à tout moment. Et en fait, régulation. Oui. Et une régulation, ce qui fait que les partis les plus opposés, finalement, finissent par se mettre à la même table. Bon, alors, il n'y avait pas de plus grande opposition, celui entre Nelson Mandela et le président de l'Afrique du Sud. C'était inconcevable, qu'ils arrivent à se rencontrer, à se parler et à décider de mettre fin à l'apartheid. De même qu'il était inconcevable que Gorbatchev et le gouvernement américain de l'époque commencent à mettre fin à la guerre froide. Donc on voit là l'action de cette loi, cet avatar du Verseau qui travaille à travers Maitreya. Ce Maitreya, il est là, il est là. Oui. Et, il y en a plusieurs, tu n'as pas compris. Non, il y en a un seul. C'est un être à part entière. Alors il viendrait plutôt du monde arabe, non, il y a un type d'autre pakistanais. Ouais. Oui, Pakistan, on pense quand même au monde musulman. Oui, c'est un type indo-pakistanais. Oui. Il a résidé dans la communauté indienne de Londres. Oui, parce que Londres a énormément de Pakistanais. Ouais, exactement, oui. Puisqu'ils ont été les anciens colonisateurs.
Et donc il y a des gens qui l'ont rencontré, ce Maitreya? Alors, Maitreya contacte régulièrement des personnes. Alors, il a la faculté de se manifester sous différentes apparences. C'était déjà le cas des temps de Jésus, hein, puisqu'il était signalé sous différentes formes, apparaissant à différents endroits. C'était pas quelque chose qui était également mentionné dans la Bible. Donc effectivement, s'il souhaite vous rencontrer, il peut le faire à n'importe quel moment. Il est au courant qu'on existe, enfin oui, c'est ça, oui. Oui, oui, un être spirituel de cette stature est omniscient et omniprésent, et on peut le ressentir à travers le cœur, parce que Christ incarne le principe d'amour, donc nous pouvons ressentir justement cette chaîne à laquelle j'ai assisté l'autre jour, c'était quoi? C'était l'autre dimanche, là, vous savez, oui, que j'ai filmé, enfin j'ai pas pu la filmer parce que c'était interdit, mais enfin je veux dire, ces gens qui étaient tous ensemble et il y avait une espèce d'objet, de tétraèdre, je crois. Oui, un tétraèdre, oui, oui. Ça, quelle était la fonction de... Parce que comme j'ai pas pu enregistrer, enfin j'ai eu quelques exposés après, mais... Oui, comme c'était quoi c'était une façon d'être en communication avec quelque chose ou... Alors le but dans la séance auquel vous avez assisté était la méditation de transmission. C'est une méditation de groupe. Hein, on retrouve justement cette idée de groupe qui est propre au Verseau, hein, plutôt que la méditation individuelle, qui a marqué les poissons jusqu'à devenir des ermites, hein, s'enfermer dans une cellule, à s'isoler du monde. Là, dans l'ère du Verseau, les techniques de méditation évoluent. Donc celle-ci a été transmise par le maître de Belgincam, est une méditation de groupe, donc qui a pour but de transmettre des énergies spirituelles à travers les chakras des participants. Bon, sachant que donc ces énergies spirituelles qui sont disponibles en très grande force, parce qu'on rentre dans une ère, donc l'ère du Verseau, donc ces énergies sont disponibles, sont néanmoins à des taux de vibration trop élevés pour être absorbés directement par l'humanité. Donc l'énergie spirituelle qui est sur le plan dit bouddhique, c'est le plan où résident les maîtres de sagesse, est transformée sur le plan mental supérieur, le plan où les gens les plus avancés de la planète œuvrent pour faire progresser l'humanité. Voilà, et le tétraèdre a encore une fonction supplémentaire, c'est de descendre l'énergie sur le plan mental concret. Encore une fois, du point de vue de l'astrologie proprement dite, quelque chose qui est un peu choquant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, moi ça m'est égal, hein, mais c'est vrai que pour beaucoup d'astrologues, Neptune est plus une planète du collectif qu'Uranus, par exemple, voyez-vous. Souvent les astrologues disent Uranus c'est très individualiste, Neptune c'est le global. Oui, tout à fait. Oui, et là, vous nous parlez de... Alors, comme Neptune est, alors, à tort ou à raison, est associé au Poisson et Uranus au Verseau, mais peut-être que chez Bellet c'est différent, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, c'est un petit peu gênant parce que si on s'en tenait uniquement à l'astrologie contemporaine, actuelle, on irait plutôt de Neptune vers Uranus, et donc de quelque chose qui est... Souvent les astrologues disent, oui, Uranus, c'est ce qui me... C'est les gens qui sont très indépendants, très originaux, inclassables, alors que Neptune, c'est... Bon, on est un petit peu... Mais justement, on va vers... c'est vrai que... on va, enfin, la formule qui résume, je crois, cette contradiction apparente, c'est on va vers l'unité dans la diversité. En fait. C'est-à-dire qu'on va... l'humanité va se reconnaître une, mais dans la diversité. Et on est aussi dans la diversité, dans l'unité. Donc les deux phrases, la formule s'utilise dans les deux sens. Et c'est un peu les deux vagues du Verseau. Il y a deux vagues parce que qui sont l'une sur l'autre, parce qu'on peut voir les choses dans les deux sens. Unité dans la diversité et diversité dans l'unité. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois très indépendant et très une activité remarquable, hein, comme il y en a dans le monde entier, mais au service du groupe. D'ailleurs, même le principe même de Maitreya, c'est d'être un individu remarquable. Oui, alors lui-même, oui. Donc il est en dialectique avec le groupe. Enfin, tout à fait, oui. C'est un principe masculin qui vient féconder le principe féminin collectif. Enfin, oui, il y a un rapport hiérarchique. Le rapport entre la hiérarchie et l'humanité est un rapport, effectivement, du masculin au féminin, tout à fait.
Oui, donc effectivement, c'est pas facile de. Si on a, de toute façon, dans tous ces domaines-là, si on n'a pas une certaine maîtrise du langage, et si on ne sait pas bien se faire des mots, on finit par on arrive à des absurdités. Enfin, je veux dire, effectivement, il faut bien comprendre la dialectique. Oui, oui, le contexte, et c'est vrai que bon, la clé quand même dominante pour comprendre, c'est de comprendre les transformations qui sont sous-jacentes au monde et les causes. Et de toute manière, il faudra inventer une nouvelle astrologie avec l'ère du Verseau, de toute manière. Ah oui, Mais tout en très utilisant, bien, tout oui. en se servant Oui. des acquis du passé. Alors, à votre avis, à quoi ressemblerait cette nouvelle astrologie? Bah, Vous c'est une avez une astrologie idée, quelle que soit? Oui, bien sûr. Bah, de toute manière, une astrologie, je pense que le rapport de l'astrologue à celui qui consulte sera différent. On sera plus dans l'énergie de groupe et d'égalité, c'est-à-dire que chacun, pour moi, va devenir son astrologue et il faut rappel sans doute. Et l'astrologue lui-même deviendra plus quelqu'un qui accompagne l'élève ou Qui supervise un qui petit peu. supervise, oui, plutôt l'astrologue qui va décréter un thème et ses conclusions Oui. à partir de son expérience. Ah oui, oui, C'est vrai qu'on d'accord. va plus vers une synthèse dans un échange de groupe et un partage des connaissances et des échanges. Vous savez, c'est pas d'hier qu'il y a des bains annuels pour que tout le monde devienne Non, 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 astrologue. non, Enfin, oui, oui, bon après il y a... cette idée de tout le monde devient astrologue, Oui, enfin pour ceux ça qui le date déjà souhaitent. du début du siècle. Hein, Oui, mais dernier. déjà l'influence du Verseau était déjà commençait à se pressentir. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont appris l'astrologie par eux-mêmes dans les cours, mais c'est vrai quand même que l'astrologue, il y a quand même beaucoup de gens qui vont à l'astrologue et qui ne sont pas astrologues. Non, non, non. Donc ils attendent de lui Tout. quelque chose sans avoir grand-chose, sans connaître grand-chose en fait. Non, non, effectivement, mais là on a la possibilité de... Alors il y aura peut-être une astrologie qui va peut-être davantage se répandre. Oui. Bon, il y a déjà celle des 12 signes zodiacaux des journaux. Oui, 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 bah, qui popularise. Il y a déjà une astrologie populaire. Chacun peut vérifier que des fois bah, c'est pertinent et puis des fois c'est pas pertinent. On ne va pas tout rejeter non plus. Et je pense aussi que bon, il ne faut pas non plus minimiser la tâche des astrologues. C'est une tâche extrêmement ardue, hein, compte tenu du nombre de paramètres à prendre en compte. Justement, peut-être que l'astrologie aurait peut-être intérêt à se simplifier aussi. Hein. Et là, c'est compliqué beaucoup. Oui, oui, je pense qu'on va avoir une simplicité. Je pense qu'il faut revenir aux énergies et influences fondamentales qui sont quand même celles des rayons d'énergie qui sont 7, au nombre de 7, et qui nous influencent à travers les constellations et les planètes. Et le paramètre le plus important à prendre en compte, c'est que maintenant l'humanité est considérée comme un disciple mondial. Avant, vous aviez des disciples dans les temples, dans des cercles un peu secrets, on va dire. Maintenant, l'humanité dans son ensemble est un disciple. Et les influences qui impressionnent le plus, qui rentrent le plus en jeu pour les disciples, ne sont pas celles qui influençaient la masse, la vie ordinaire que nous avions dans le passé. On sait d'ailleurs ce que propose Alice Bailey en établissant justement tout un changement de signe. Donc là, j'ai quelques...